des suspensions de crédit, enfin des suppressions de reliquats de crédit donc, qui me restaient pour 2008-2009, avec un détournement d'étudiants stagiaires, avec aujourd'hui une menace de déménagement manu militari, et puis une lettre officielle me disant que je suis remercié de mon institut à la fin de notre actuel contrat, c'est-à-dire à la fin de 2009. Voilà, donc, et si j'étais le seul, ce ne serait pas grave. Il y a beaucoup d'autres cas, et c'est pour ça qu'il est essentiel que en France, notamment, mais pas seulement en France, eh bien, les chercheurs qui osent justement informer les citoyens, qui osent alerter les citoyens sur des risques sanitaires, environnementaux potentiels, eh bien, ça peut être aussi sur des risques économiques, hein, je veux dire, c'est pas restreint au domaine de l'environnement et de la santé, eh bien, ils puissent bénéficier d'une protection juridique pour justement empêcher toutes ces pressions qu'ils subissent. À l'instar de ce qui existe déjà aux États-Unis ou en Angleterre, donc ce qu'on appelle donc la protection juridique des lanceurs d'alerte. Alors les lanceurs d'alerte, c'est pas seulement des scientifiques, hein, ça peut être des citoyens, des groupes de citoyens qui, de par leur activité associative, ou le chercheur de par son activité professionnelle, ou de par sa démarche d'information envers les citoyens, etc., eh bien, se met en porte-à-faux vis-à-vis de ces instances ou vis-à-vis de sa hiérarchie. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une protection pour que ces gens-là puissent ne pas en payer les frais, et pour inciter d'autres scientifiques à faire la même démarche. Parce que je pense que s'il y avait une véritable protection juridique du lanceur d'alerte, eh bien notamment les scientifiques qui seraient critiques vis-à-vis des OGM, on serait beaucoup plus nombreux. Ce ne seraient pas toujours les mêmes qui viendraient témoigner dans les procès, par exemple. Ça, c'est important. Et puis derrière, il ne faut pas que ça s'arrête à la protection du lanceur d'alerte, il faut que ça aille au-delà, il faut que ça aille jusqu'au traitement de l'alerte. C'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis ou en Angleterre, c'est une protection du lanceur d'alerte, mais il n'y a pas véritablement de dispositif de traitement des alertes. Parce que si on protège le lanceur d'alerte, mais que l'alerte passe au panier, bon, bah, ça ne va pas donner grand-chose. Il faut effectivement que l'alerte soit prise en considération, qu'on vérifie son bien fondé, et puis qu'ensuite, donc, bien, ça soit, qu'on mette vraiment ça sur la table, avec donc, débat, etc. Donc c'est vraiment un aspect très important qui s'inscrit dans la démarche du Grenelle de l'environnement, puisqu'on ne peut pas décemment demander à ce qu'il y ait une haute expertise indépendante, hein, et en même temps bafouer la liberté d'expression du chercheur, et ne pas protéger ceux qui osent alerter sur des risques quels qu'ils soient. J'aimerais bien qu'on revienne tout de même un peu sur le centre avec le maïs. Actuellement, quand on regarde le catalogue officiel, on voit qu'il y a 6 variétés de maïs MON 810 qui sont inscrites. Pour le catalogue 2006, hein, qui était valable pour les cultures 2007, puisque la version 2007 pour les cultures 2008 n'est pas encore sortie. Il y a également du maïs BT 76. Donc en fait, de deux éléments de transformation, on a fait plus d'une dizaine de variétés de maïs. Or, lorsque les politiques, puis même d'une manière générale, certains représentants de sociétés ou certains scientifiques s'expriment, on parle du maïs MON 810, du BT76, etc. Donc, et on a l'impression qu'il y a un maïs, 2 maïs, 3 maïs, quelques maïs OGM, alors qu'en fait, à partir d'une bactérie, on fait une multitude de variétés de plantes différentes. Alors déjà, quel est l'intérêt de démultiplier ces différentes variétés? Et puis, quid donc officiellement, on a interdit dernièrement en activant la clause de sauvegarde le maïs MON 810, quid du BT76? Alors, quand on dit MON 810, on fait référence à un événement, ce qu'on appelle un événement de transformation, c'est-à-dire une construction génétique particulière qui a été introduite dans un maïs. Maintenant, quand vous dites qu'il peut y avoir plusieurs variétés de MON 810, ça veut dire que cette même construction génétique a pu être introduite dans différents contextes génétiques, dans différentes variétés de maïs commerciales. Et à ce moment-là, vous avez différentes variétés qui possèdent l'événement de transformation MON 810. Quand on parle de l'interdiction du MON 810, c'est de l'événement de transformation, c'est-à-dire quelle que soit la variété de maïs qui héberge cette construction génétique. Donc ça, c'est bien clair. Et c'est vrai pour toutes les autres tous les autres événements de transformation. Donc voilà. Donc, pour le MON 810, pour le MON 810. Oui, non, mais je veux dire, c'est vrai pour d'autres événements de transformation qui porteraient un autre nom que 810. Hein, c'est-à-dire que si vous interdisez
c'est l'événement de transformation, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, donc c'est pas l'événement de la transformation construction génétique qui a été interdit. C'est l'événement de transformation brut, quel que soit. Ce que j'appelle l'événement de transformation, c'est la construction génétique qui a été introduite dans le maïs. Oui, d'accord. Qui s'appelle Mont 810. Alors tous les maïs qui vont récupérer cette construction génétique vont porter le nom de Mont 810. Après, il peut y avoir différentes variétés, mais c'est ça qui est interdit. D'accord, quel que soit le contexte génétique dans lequel il a été introduit. Qu'il y ait 5 variétés ou qu'il y en ait 50, elles sont toutes interdites. Oui, qu'elles ont l'événement de transformation Mont 810. Absolument. D'accord. Alors, quel est l'intérêt justement de démultiplier ces variétés? Je pense que l'intérêt pour le semencier, c'est justement de l'introduire dans différents contextes génétiques pour pouvoir offrir différentes variétés qui ont la construction. Et au bout du compte, je pense que le but, ça va être d'introduire ces constructions génétiques dans toutes les variétés commerciales. Ce qui sera un moyen pour le semencier d'avoir le brevet et la mainmise sur toutes les variétés en question. C'est-à-dire, finalement, c'est un petit peu comme quand vous achetez un téléphone portable. Si vous ne voulez pas qu'il fasse appareil photo, eh bien, bientôt, on n'aura pas le choix. On achètera un téléphone qui fera forcément appareil photo. Vous ne voulez pas utiliser la fonction photo, vous ne l'utilisez pas. Mais vous avez le téléphone qui fait photo. Et bientôt, il fera brosse à dents et cure-dents, etc. Donc, vous serez obligé d'acheter les options qui vont avec. Et là, c'est pareil. Un agriculteur qui voudra acheter un maïs commercial, forcément commercial, mais qui ne veut pas ses propriétés OGM, il n'aura pas le choix. On lui dira, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser sa propriété OGM. Mais en tout cas, cette propriété, il en est doté. Donc, je crois qu'à terme, c'est ce qui est recherché, c'est d'introduire ces constructions génétiques dans toutes les variétés. Et comme ça, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous procurer, l'agriculteur n'aura pas d'autre choix que de se procurer une plante dotée d'une stérilité juridique qu'est le brevet. Donc il l'empêche de replanter ses semences, puisque ses propres, une partie de sa récolte, puisque à ce moment-là, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Il y a violation de brevet. Oui, la notion de stérilité juridique, elle est excessivement importante, parce qu'en fait, donc, il pourrait, comme faisaient les anciens agriculteurs, et certains encore actuellement, conserver une partie de sa récolte, la ressemer derrière, sans aucun problème. Or, aujourd'hui, de par ce gène supplémentaire qui est apporté, on privatise complètement une variété et on en rend dépendant donc les agriculteurs qui veulent l'utiliser. Et ça traduit quelque chose du point de vue de la recherche qui est extrêmement intéressant. C'est dramatique à mes yeux, mais c'est la réalité. Le fait qu'on met une construction génétique, donc un petit bout d'ADN, dans une plante, et du coup, ça donne le droit de breveter la plante entière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? C'est qu'à partir du moment où vous avez bidouillé, ne serait-ce qu'une toute petite partie, des chromosomes d'une plante, eh bien vous êtes propriétaire de toute la plante. C'est-à-dire que le concept qui se cache derrière, c'est que la molécule d'ADN, c'est la molécule maîtresse, c'est la molécule noble, et que c'est le chef d'orchestre. Et donc si on est capable de maîtriser le chef d'orchestre, eh bien on est capable de maîtriser la partition et de choisir sa musique. Et donc, c'est assez symptomatique de ce que vit depuis déjà plusieurs années la recherche en biologie aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est misé sur cette molécule noble qu'est l'ADN. Et le reste, c'est du secondaire. C'est-à-dire que finalement, si on est capable de maîtriser cet ADN, eh bien, on est capable de maîtriser le vivant. Alors que, évidemment, le fonctionnement d'une machinerie vivante n'est pas restreinte à ces molécules d'ADN. C'est un élément de la machinerie de l'ADN. Mais il y a cette notion de, que finalement, si on a la mainmise sur les molécules d'ADN, eh bien, on a la mainmise sur le vivant. Et parce que la construction génétique, déjà, on peut discuter de la brevetabilité du vivant, bien sûr, en tant que tel. Mais admettons qu'on dise finalement la construction génétique, elle n'aurait pas pu se faire toute seule, donc c'est une invention, c'est plus une découverte, c'est une invention, donc on brevette. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais admettons. Eh bien, on devrait breveter que la construction. Or, le simple fait que la construction soit dans la plante fait que la plante entière appartient au semencier.